Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. Petit matin frais d'hiver, encore dehors en Catalogne, mais il fait un peu frais, pour un question-réponse. Le question-réponse de la nouvelle année, avec des questions qui ont été glanées de ci, de là, par moi, par l'équipe. Ce ne sont pas des questions qui sont issues d'un appel sur Facebook ou le forum de Régénère. Il va y en avoir un la semaine prochaine d'appels pour des questions. Non, là, ce sont des questions qui ont été glanées, un peu dans l'air du temps, des questions qui ont attiré mon regard et qui me paraissaient importantes. Et toujours pareil, des questions, non pas pour m'auto-ériger en autorité de quoi que ce soit, mais simplement pour explorer des points auxquels moi, je me passionne. Je me passionne et comme toute personne passionnée, j'y consacre du temps, j'y consacre beaucoup de temps. Et donc on développe des compétences toujours à la hauteur du temps qu'on y consacre. Vous savez, quand on parle de compétences, il y a toujours une part de goût, d'attrait personnel. On a tous des capacités plus ou moins développées dans certains domaines inné à la naissance, et puis après il y a le temps qu'on y consacre. Le temps qu'on y consacre va déterminer énormément le résultat que l'on va obtenir, à part pour certains qui ont du génie, mais je ne me considère pas de cela. Donc ces questions-réponses, elles sont là pour explorer toujours plus avant ces notions de physiologie et revenir vraiment à quels sont les besoins de l'être humain. Non, parce que si vous avez compris que l'être humain est par nature auto-réparant, et que tu regardes autour de toi, est-ce que tu en vois beaucoup qui s'auto-réparent? Pas tant que ça. Oh, si les petites plaies, ça va. Mais le reste, on te parle de plus en plus de maladies chroniques. Si tu en parles de maladies chroniques, c'est que l'auto-réparation ne va pas de soi. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui a bugué dans le plan? On est auto-réparant et pourtant, ça ne se passe pas. C'est à partir de la compréhension du fonctionnement physiologique humain, et ça je crois qu'on ne peut pas en faire l'économie, à partir de cette compréhension, à partir de la compréhension des conditions environnementale qui détermine cette reconstruction ou non, à partir de ce moment-là, on peut faire des choix. C'est pas plus compliqué que ça. On t'a persuadé que la maladie, la santé, tout, c'était des secteurs dans lesquels il fallait pas vraiment s'aventurer, c'était réservé à quelques-uns avec un jargon extrêmement ésotérique, ésotérique réservé à une minorité d'initiés. On crée un langage avec des terminologies particulières qui permettent de ne le rendre accessible qu'à une minorité d'initiés. Et en vérité, c'est tout simple. C'est tout simple. Il suffit juste de revenir à la base des besoins physiologiques humains. Et donc les questions-réponses, c'est juste ça, rentrer dans la connaissance. Rentrer dans la connaissance, et j'avais envie, j'ai été marqué par un petit texte auquel je voulais rendre hommage, et ce texte lui-même s'appelle « Hommage aux invisibles ». Il a été écrit par une amie qui s'appelle Mathilde. Mathilde et Sylvain publient sur un site internet qui s'appelle déscolarisation.org. Elle a écrit un texte qui m'a beaucoup touché, je vous invite à aller le voir, cet hommage aux invisibles, parce que elle montre encore une fois combien finalement, si tu n'existes pas au travers d'un certain filtre, si tu ne passes pas au travers d'une certaine porte finalement, d'une certaine moule, tu n'existes pas. Et c'est toute la perversité du monde que nous avons tous permis, que nous avons laissé advenir, dans lequel nous vivons actuellement. C'est-à-dire qu'entre nous et la chose, il y a toujours une espèce d'entité, d'institution qui joue le rôle de médium. Entre nous et notre santé, il y a les professionnels de santé. Entre nous et l'éducation, l'apprentissage, il y a les professionnels de l'apprentissage. Entre nous et le monde spirituel, il y a un grand prêtre, il y a un enseignant spirituel. Et il y a toujours des médiations sans cesse. Alors, le truc, c'est que je ne pense pas que la médiation soit innée. Jeune, quand on naît, on a spontanément envie d'aller vers les choses. Et on n'a pas besoin que quelqu'un s'interpose. Au contraire, tu as un petit, il veut saisir un objet. Si toi, tu arrives et tu fais comme Maître Hibou, tu dis « Oui, mais alors écoute, moi, je suis spécialiste de l'explication de la petite cuillère et je vais t'expliquer la technologie extrêmement avancée qui a conduit à organiser la forme incurvée de cette petite cuillère qui est calculée pour pénétrer dans ta petite bouche du bébé. Le bébé, il n'en a rien à faire. Il va te prendre la cuillère des mains. Ce qu'il veut, c'est explorer par lui-même. La médiation, au contraire, c'est extrêmement frustrant pour lui. Si tu essayes de t'interposer entre lui et le monde, ça va se traduire par des pleurs. Sauf que finalement, malheureusement, il y a un travail de destruction qui est organisé, un travail de destruction de cette forme d'autonomie, de spontanéité des apprentissages et de l'appréhension de la vie qui fait que petit à petit, on apprend systématiquement à déléguer à des autorités. Et au contraire même, au bout d'un certain temps, on est tellement formé, déformé, que dès qu'il y a quelque chose de nouveau, on cherche tout de suite, où est-ce qu'il y a une autorité là? Parce que là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive là. Il me faut une autorité pour pouvoir faire front entre moi et cette chose. Et dans le texte là de Mathilde, je le trouve intéressant parce qu'elle dit finalement, dans notre société,
eh bien, il y a des spécialistes du pourvoyeur de l'image, de la notoriété, hein, que ce soit les médias ou Facebook ou ainsi de suite, et il faut paraître. Et si tu ne parais pas là-dessus, ben finalement, tu n'existes pas. Quelque part, tu es invisible, totalement invisible. Si tu n'es pas sur Facebook, si tu n'es pas repris par les médias, tu n'existes pas. Et pour moi, c'est l'une des plus grandes perversions en matière de santé, en matière de société. Et ce n'est pas du négativisme que de dénoncer ça, au contraire, c'est donner la chance de passer au-delà, de se dire, ok, entre moi et la chose, le monde, la vie, ben, j'ai placé, parce que quelque part, c'est notre adhésion, c'est notre démission qui nous permet de placer. Parce que les autorités, tu sais, moi je suis là, je m'intéresse par exemple à la santé. Pas à la maladie, à la santé. Je m'intéresse à la santé. Imaginons, je suis dans une soirée, je suis là, tranquille, en train de boire mon petit jus de betterave, cool, relax. Puis là, il y a un gars qui se pointe devant moi qui me dit je suis une autorité en termes de santé. Et qu'est-ce que je vais faire? J'ai deux possibilités. Soit je dis ah ouais, non, mais dis-moi, j'ai ce problème, la petite attitude de peur, là, on le regarde. Et puis, s'il te plaît, réponds-moi. Ah, t'as la réponse pour moi. Tu vas me sauver, dis-moi, tu vas me sauver. Tu prends combien, hein? Ou alors, j'ai là, t'es une autorité en termes de santé. Ok, salut, tu veux un verre? Non, parce que là, moi, j'ai rien demandé. Je t'ai rien demandé. Donc, en fait, c'est notre démission. C'est notre propre démission. Alors, ok, je suis d'accord, induite par des années de matraquage et de soumission. Ça, j'en conviens. Mais au final, la bonne nouvelle, c'est que ça peut changer. C'est que c'est notre adhésion actuelle qui fait que ces pseudo-autorités ont du pouvoir. Et pour moi, c'est ça le gros leurre. Et c'est ça la grosse maladie déjà de notre monde. C'est cette délégation permanente qui fait qu'on n'est plus en rapport direct avec les choses. Et c'est pour ça que je jubile quand je fais ces questions-réponses vidéo. Parce que ces questions-réponses vidéo, c'est la possibilité pour chacun d'accéder à la connaissance. Non pas que je sois un référent en termes de connaissance, mais que je souhaite surtout partager ma désinhibition par rapport à la connaissance en termes de physiologie. C'est-à-dire juste vous montrer que n'importe qui peut y arriver. Si moi je peux y arriver, alors que je ne suis pas un bosseur fini, je ne suis pas obligatoirement une flèche, si moi je peux y arriver, tout le monde peut y arriver. C'est-à-dire, tout le monde peut se passionner, comprendre, saisir cette physiologie. Alors, il y en a qui ont plus ou moins de goût, moi je suis passionné par ça, donc ça me donne certainement une capacité supérieure parce que je vais y consacrer volontairement du temps. Et d'autres, ça va être d'autres domaines, et tant mieux, chacun a ses domaines de compétences. Mais au final, c'est surtout ça que je voudrais être inspirant. Non pas la personne, non pas les connaissances dans l'absolu, mais plutôt la démarche. La démarche de dire, écoutez, la physiologie humaine, c'est à ma portée. Je peux comprendre. Mais un peu comme les mathématiques, comme la mathématique même, je dirais, comme la physique, comme la psychologie, tous ces domaines-là demandent à ce qu'on les appréhende directement et non pas au travers d'autres. J'ai beaucoup aimé ce texte de Mathilde, je tenais à la remercier en vidéo, parce que c'est toujours pareil. Il montre à quel point, si l'on accepte de placer quelque chose, quelqu'un, une entité, une institution, entre nous et le vivant, tous les aspects de notre vie, à ce moment-là, nous devenons dépendants, soumis, manipulables. Et ça, pour moi, c'est la première maladie. Alors, je ne vous ai pas fait de vœux dans la première vidéo, je ne vais pas vous faire de vœux dans cette seconde vidéo, mais il est certain que si j'ai une aspiration, si j'ai quelque chose qui me fait me lever en avant, qui me fait me lever le matin avec enthousiasme, c'est cette idée de faire tomber toutes ces forteresses de médiation. Toutes ces forteresses qui nous séparent. Qui nous séparent du vivant. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, on devient de moins en moins sensible. D'ailleurs, ça devient un qualificatif négatif. On dit, oh, celui-là, il est un peu sensible. Tant mieux, mais c'est plutôt bon signe d'être sensible. C'est l'insensibilité qui est inquiétante. Et donc, moi, je me réjouis parce que, en fait, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux. C'est juste énorme ce qui est en train de se passer. Vous êtes de plus en plus nombreux à rentrer dans cette démarche. Et c'est pour ça que dès le départ, je n'ai pas voulu faire une démarche dans laquelle il y a Thierry Kissé qui donne des consultations de coaching et ainsi de suite. On peut en user et en abuser, et je vous dirais même que sur le plan financier, ça serait certainement extrêmement rémunérateur. Mais ce n'est pas du tout le but. Le but, au contraire, c'est que vous puissiez vous passer de tous. C'est-à-dire que vous soyez par vous-même capable de vous déterminer. Que chacun soit capable de se déterminer pour lui, pour sa famille, pour sa communauté. Ça paraît l'évidence. Et en plus, ça tombe bien, c'est un facteur essentiel de santé.
C'est-à-dire que quand tu regardes, où est-ce que ça a bugué? Ça a bugué parce qu'on a tout délégué, parce qu'on a inventé le travail spécialisé, la spécialisation des tâches, chose qui est complètement anormale et invivable pour l'humain. Être une petite roue d'un immense engrenage, c'est insupportable. Nous avons besoin d'être impliqués, hein, de voir le début comme la fin. Ça fait partie des processus qui réjouissent, qui donnent du sens à ce que nous créons. Et en matière de santé aussi. C'est joyeux d'être impliqué dans sa santé, dans celle de ses proches. C'est super, super joyeux. Alors, l'une des dérives, et ça c'est assez rigolo, quand on parle de médiation, c'est que dans notre société, moi je l'ai vécu quand j'étais jeune, je me passionnais pour beaucoup de choses. Et très souvent on me disait, finalement, ce qui m'était renvoyé, c'est ok, si tu n'en fais pas un métier, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, ce qui est derrière, c'est si tu ne gagnes pas d'argent avec cette passion, ça n'a pas de sens. Et ça m'amuse beaucoup. Souvent, on s'intéresse à la santé, mais on est reconnu comme pertinent en matière de santé que si on gagne de l'argent avec ça. Hein, on est reconnu comme étant une autorité que si on gagne de l'argent ou si on parle devant des parterres ou quoi que ce soit. Et ça, c'est là encore l'une des médiations perverses, hein, qui a été créée. C'est d'ailleurs cette médiation perverse par le biais de l'argent. Tu gagnes de l'argent, tu as légitimité à parler. Tu ne gagnes pas d'argent, tu n'as pas de légitimité à parler. Et ça, pour moi, c'est l'une des gros travers. Vraiment de gros travers de notre fonctionnement. Donc moi je suis ravi. C'est joyeux parce que tout le monde peut s'approprier les questions de santé. Il y a de la joie là-dedans. Il y a déjà même les prémices, le germe de la guérison. Hein, le germe au sens où peut-être que ça contient tout déjà. Ça demande à se déployer, mais ça contient peut-être déjà tout. Et c'est ce que je vois au travers de ces vidéos. Alors je vous remercie de les rejoindre, plus en plus nombreux. Très très impressionnant pour moi. J'ai eu énormément d'échos ces derniers temps. Je suis ravi de ce qui s'est passé avec l'agenda pour Terra Incognita et je vous le signale, l'agenda pour vous inviter les uns les autres, passer du virtuel au réel, il existe toujours sur le site Régénère. Il faut farfouiller, là on est en train de le remettre, de réorganiser. Soit il est sur la page Terra Incognita, mais c'est encore possible d'écrire des événements pour janvier et février et je vous encourage vivement à le faire. Et ensuite il va être sur la page stage et conférences, hein, parce qu'il n'y a pas de raison que je m'approprie cette page pour ne parler que de ce que je fais moi, mais que ça soit une page libre, ouverte à tous. Et vous allez voir, 2016, ça va être l'année où le site Régénère va être à la disposition de tous. On est en train de faire des grosses réformes. Et on a l'intention de rendre ce site beaucoup plus collaboratif qu'il ne l'est actuellement, parce que c'est une nécessité. On va commencer les questions-réponses. Qu'est-ce que j'avais à annoncer? J'avais 3 choses à annoncer. Si, oui, 3 choses à annoncer. Premièrement, les stages sont en ligne. Pour ceux qui veulent y participer, je sais que ça se remplit très rapidement. Alors bien sûr, on va me dire, oui, mais qu'est-ce qu'il y a de plus dans les stages que dans les vidéos? Rien. Enfin, rien. Non, objectivement, je donne tout dans les vidéos. Les stages, c'est du vécu, c'est de la vie de groupe. Ça se passe souvent extrêmement bien et c'est une expérience à part entière. C'est quand même une réorganisation des connaissances dans un tout cohérent qui peut, pour certaines personnes, faire une vraie différence. D'ailleurs, j'ai tendance à dire, moi souvent quand je commence les stages, je dis aux gens, écoutez, vous venez avec des connaissances, vous avez regardé les vidéos, ok, je vous propose un truc, oubliez tout ce que vous avez appris. Ne vous dites pas, ah mais ça je le sais déjà, il me l'a dit et tout, oubliez tout ça. À la fin de la semaine, si vous estimez que ce que vous avez appris dans ce stage n'est pas susceptible de changer du tout au tout votre mode d'existence, si vous estimez que vous n'avez rien appris de plus que par rapport aux vidéos, ok, pas de souci, on vous rembourse. Pas de problème. Pour l'instant, personne n'est venu chercher le remboursement. On va voir, peut-être qu'il va y avoir une vague. En tout cas, voilà, les stages sont en ligne. Il y en a à Paris, 3 jours à Paris, mi-février. Ensuite, il y a Bruxelles qui est en train de se préparer. Peut-être qu'à la date où je le dirai, Bruxelles sera annoncé. Ça devrait être dans les premiers jours d'avril, avec une conférence aussi sur place. Je n'ai jamais fait... Si, j'avais fait des conférences avec mon ami Haroun. Et en Belgique et avec Marie aussi qui avait organisé ça pour nous à Bruxelles. Mais là on va faire une grande conférence sur Bruxelles en mai à Terre du Ciel pour le niveau 1, le seul niveau 1 de l'année. Donc là aussi place limitée. C'est pas pour faire monter les enchères hein, que je dis ça, c'est juste une réalité. Hein. C'est pas une technique marketing en bois. Et toujours pareil pour aller vers la connaissance. Toujours plus de connaissances. Parce que quelque part souvent on nous dit oui non mais on nous ment en longueur de temps. Mais le mensonge il ne prend que en rapport avec notre ignorance. Non, parce que moi techniquement si on me dit
par exemple, je sais pas moi, un truc qui me paraît un mensonge éhonté, je ne peux savoir que c'est un mensonge qu'à l'échelle de ma connaissance de la chose et de ma capacité à m'investir dans l'apprentissage et la connaissance. Pour moi, vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse se faire et qu'on puisse faire à d'autres, c'est le cadeau de la connaissance. Déjà parce que la connaissance, quand on la partage, elle se multiplie, elle ne nous appauvrit pas. Et surtout parce que c'est donner à l'autre la capacité à son autonomie. La connaissance, pour moi, et l'absence de connaissance est un des plus gros travers qui permet les pires dérives de notre époque. D'ailleurs, j'avais une petite phrase là de Hannah Arendt qui dit « Il ne fait aucun doute que le mensonge, lorsqu'il est organisé de façon systématique, constitue une arme politique extrêmement efficace. » Et c'est ce qu'on vit actuellement. Remarque entre nous, je t'ai dit « Ok, cette phrase, elle est de Hannah Arendt. » Pour revenir au texte de Mathilde, si je t'avais dit, mon voisin Georges, il dit il ne fait aucun doute que le mensonge, lorsqu'il est organisé de façon systématique, constitue une arme politique extrêmement efficace. Tu vois, il dit ouais. Et alors? Mais là, je te dis, c'est Hannah Arendt qui dit ça. Hannah Arendt, hein, c'est le top. Hein. Hannah Arendt a parlé. Et ça, c'est quelque part, je le vois à moi. Hein. Là, je m'auto-psychanalyse. Hein. Il y a ce côté, Hannah Arendt a parlé. Alors, la phrase, tu vois, Hannah Arendt, elle disait des tas de choses. Et puis, certainement, il devait y avoir des phrases qui n'étaient pas des phrases historiques tout le temps. Elle devait avoir des réflexions de la vie de tous les jours. Et donc, cette capacité à citer, à faire des citations de personnages illustres, ben, c'est, je pense, une énorme erreur. Donc, Hannah Arendt, elle ira rejoindre ses compatriotes. Mais en même temps, elle a raison, Hannah Arendt. Elle a raison. Il ne fait aucun doute que le mensonge, lorsqu'il est organisé de façon systématique, or, c'est ce qu'on voit actuellement, le mensonge, une forme de mensonge est organisée de façon systématique, constitue une arme politique extrêmement efficace. Elle était bien placée pour en parler. Elle s'est quand même beaucoup investie dans le démontage de toute l'idéologie et le fonctionnement nazie de la Seconde Guerre mondiale, et lors du procès Eichmann, elle s'est rendue compte que cette forme de soumission à l'autorité, hein, c'est ce qu'elle a étudié en particulier, était le lit finalement des pires barbaries, des pires atrocités, était le lit de la barbarie et de l'atrocité, comme elle avait pu le constater. Donc le mensonge ne tient que sur notre ignorance. Donc on va prendre un grille-pain et on va regarder les questions qui avaient été mises de côté pour que nous puissions les envisager ensemble. Alors, renvoi d'une question. Il faut renvoyer. Je commence par vous présenter mes vœux. Alors c'est une question de JM. Donc Jean-Marie, j'imagine. Je ne sais pas, peut-être. En tout cas, JM. Merci pour tes vœux. Alors, j'ai pris conscience que, d'accord. Alors, c'est pour venir en aide à une amie qui, malgré les dispositions qu'elle a prises pour améliorer son mode de vie, peu de travail, beaucoup de repos et de soleil, alimentation vivante à base de jus, légumes, arrêt du gluten et produits laitiers, chapeau, une belle réforme, et puis globale, rencontre toujours les mêmes problèmes. Il s'agit principalement de maux de tête violents à l'effort, lui empêchant de poursuivre toute activité physique au-delà de quelques minutes, de règles douloureuses lui imposant de s'administrer des antalgiques. La seule façon de modérer les effets indésirables reste la musculation des cervicales pour les maux de tête et la prise de Doliprane pour calmer les douleurs. Alors, prise de Doliprane, hein, c'est un fluidifiant sanguin. Les deux problématiques peuvent être liées. Auriez-vous une idée, une suggestion pour que je puisse lui venir en aide? Alors, oui, c'est lié. Bon, quand on parle de maux de tête violents à l'effort, quand il y a effort, qu'est-ce qui se passe? Effort égale production d'une hormone qu'on appelle l'adrénaline. Hein, le système nerveux sympathique, le système nerveux autonome, hein, c'est celui qui régit les fonctionnements autonomes du corps. Et il y a deux branches, il y a le sympathique et le parasympathique. Le sympathique, globalement, c'est celui qui va présider à tout effort d'adaptation. Hein, c'est l'adaptation. C'est dès qu'il y a une modification, dès qu'il y a nécessité d'accélération ou quoi que ce soit, eh bien c'est le système nerveux sympathique qui se met en branle. Et en particulier, ça se traduit par la production d'une hormone, une neurohormone même, qu'on appelle l'adrénaline, puisqu'elle joue à la fois le rôle d'hormone et de neurotransmetteur. Neurotransmetteurs, ce sont les hormones du système nerveux, les messagers du système nerveux, messagers électriques du système nerveux, et les hormones, ce sont les messagers chimiques dans le sang, mais toujours en rôle véhiculer l'information, redistribuer l'information à l'échelle du corps. Et donc l'adrénaline est une neurohormone mais qui va amener à quoi? Une augmentation des contractions cardiaques, la puissance des contractions cardiaques, donc plus de sang qui arrive
au cerveau. Plus de sang qui arrive au cerveau, et donc maux de tête violents, l'effort lui empêchant de poursuivre toute activité physique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'un seul coup, on a du sang qui monte, et que là, c'est complètement congestionné. Et donc finalement, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. La vasodilatation, qui est liée à l'augmentation de la fréquence cardiaque, ne peut pas se faire de manière adéquate, et ça crée des douleurs. Alors, elle a aussi des règles douloureuses lui imposant d'administrer des antalgiques. Quand on parle de règles, il y a une hormone qui règle, pour le coup, qui règle la production d'oestrogène et tout le processus des règles, c'est la LH, l'hormone lutéinisante, lutein hormone, la LH, qui est produite par la glande pituitaire, qui se situe, comme tu t'en doutes, ou en tout cas comme je te l'ai montré, au niveau du cerveau, de la boîte à pouls. Une situation locale concerne tous les organes de la zone. S'il y a de la congestion au niveau cérébral, tous les organes de la zone cérébrale, le cerveau, le cervelet, toute la partie olfaction, toute la partie audition et la pituitaire vont être entravées. Là, les règles douloureuses comme ça, et d'ailleurs c'est valable pour toutes les femmes qui ont des syndromes prémenstruels et des choses comme ça, ça indique un dysfonctionnement de la glande pituitaire. Alors bon, le dysfonctionnement de la glande pituitaire qui va se traduire au niveau des règles douloureuses, mais la glande pituitaire, elle fait beaucoup d'autres choses. Elle produit de la TSH, l'hormone de régulation thyroïdienne, elle produit de l'ACTH, l'hormone adrénocorticotropique, c'est-à-dire l'hormone qui régule la production de cortisol, d'aldostérone, de testostérone par les glandes surrénales. Donc ça va avoir beaucoup d'autres indications et il y a de fortes chances de penser, fort risque de penser qu'elle est touchée à d'autres niveaux de sa physiologie. Donc tout ça, ça parle de congestion cérébrale. Peu de travail, beaucoup de repos, de soleil, alimentation vivante à base de jus, légumes, arrêt de gluten et de produits laitiers. Alors qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre? Elle est toujours congestionnée à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre pour aider à décongestionner? Parce que le but, c'est de décongestionner cette partie cérébrale. Alors, mis à part l'activité physique, qui me paraîtrait très importante, parce qu'il faut bien comprendre, pour faire bouger la lymphe, la première des choses à faire, c'est l'activité physique. L'activité physique, particulièrement pour décongestionner dans cette zone-là, qui procure des micro-chocs répétés, donc de la course à pied, des petits sautillements, du trampoline, fabuleuse la trampoline. Je ferai toute une vidéo sur le trampoline, j'ai encore eu des travaux. Moi, je pratique le trampoline tous les jours, j'adore cet exercice, c'est un bien fou. Mais il combine à lui seul le mouvement d'accélération, de décélération, donc vraiment il est particulièrement intéressant le trampoline. Mais de toute façon il faut bien comprendre que le système lymphatique ne bouge que par notre mouvement. Pour qu'il y ait circulation lymphatique, il faut qu'il y ait mouvement. Donc la première des choses que je lui recommanderais, c'est du mouvement, du petit mouvement, des sautillements, de la petite course à pied, du trampoline, faire bouger tout ça et amener à des circulations lymphatiques. Parce que là, on ne parle que de congestion lymphatique. Alors ça en sont deux expressions, il doit y en avoir de multiples autres, peut-être qu'elle ne perçoit pas encore, peut-être qu'ils sont en devenir, mais il y aurait fort lieu de s'en occuper. Ensuite, on s'est rendu compte que la congestion au niveau cérébral est toujours en lien avec une congestion au niveau intestinal. Donc là, libérer les intestins en utilisant du balai intestinal, en utilisant bien sûr une alimentation physiologique basée majoritairement sur les fruits et les légumes, avec des jus en abondance, tu vois, des jus par exemple style betterave, épinard, ça c'est bon là pour activer le système intestinal, pour permettre que ça décoince un petit peu. Utilisation du balai intestinal de chez ABC de la nature, que je trouve excellent pour libérer les intestins. Psyllium, fabuleux aussi, qui va jouer un rôle de balai mécanique. Aloe vera pour adoucir les parois intestinales, utilisation des lavements par exemple pour améliorer la vidange du côlon, et tous ces produits, tous ces processus, toutes ces habitudes vont amener à une décongestion profonde, régulière, petit à petit de tout le système intestinal. Avec l'activation du système lymphatique par les mouvements et la décongestion du système intestinal, d'après moi, elle devrait pouvoir trouver sa réponse. Voilà, écoute, si ce n'était pas le cas, qu'elle nous le dise, mais a priori je vois pas d'autre chose. De toute façon, si c'est congestionné au niveau cérébral, il faut permettre la décongestion, donc arrêt déjà d'en rajouter. Donc là c'est ce qu'elle a fait, modification de son hygiène de vie, de son rythme de vie, et ensuite libération du milieu intestinal. Alors, Monique. J'ai une petite fille de 4 mois qui a des plaques d'eczéma qui commencent à apparaître sur tout le corps.
Ma fille, elle allait depuis sa naissance. Pendant toute sa grossesse et surtout les premiers mois, elle a été très malade. Elle remettait tout ce qu'elle avalait, même l'eau. Voilà. Vers les 5-6 mois, elle a fait une phlébite qui se situait dans le bas du ventre. Du coup, arrêt de travail, repos, piqûre, qu'elle a dû reprendre quelques semaines après l'accouchement. Sa jambe restait gonflée. J'ai beau lui parler de ce que j'apprends dans tes vidéos, maintenant que ça touche la petite Anna, m'écoutera-t-elle? Les enfants sont un facteur d'évolution important. Mais je n'ai pas toutes les réponses. J'en ai une pour les vomissements que tu as donné dans un question-réponse. Mais pour le reste, comment orienter les parents? Quand les vaccins sont arrivés à mon oreille, j'ai remué si elle était bon, en fait, tu as réussi à lui éviter. Ma fille reprend le travail mi-mars et j'entends parler de potée de panade. Comment nourrir un bébé après le lait maternel ou remplacer 2 à 3 tétés? Ma fille est une prématurée de 7 mois, mon fils aussi, je lui entends chercher la cause. Ok. Alors, plusieurs choses là-dedans. La petite fille a de l'eczéma. Quand on parle d'eczéma, on parle de phénomènes qui se passent au niveau de la peau. On parle de toxicité au niveau de la peau. On parle aussi de déséquilibre de la flore, du microbiote propre à la peau. On s'est rendu compte que l'eczéma était souvent associé à la présence d'un staphylocoque, qui est une bactérie. Et le staphylocoque, finalement, eh bien, il vient d'une certaine manière, par son action, empêcher le fonctionnement normal des pores de la peau, ce qui fait qu'il y a ce phénomène de surinfection qui se produit. Dans tous les cas, on parle de déséquilibre du biote, donc des populations bactériennes propres à la peau. Il faut savoir que des populations bactériennes, on a les populations bactériennes propres à la peau, propres à différentes muqueuses, propres aux intestins, propres à la zone anale. On a des populations bactériennes qui sont différentes. Un peu comme une cartographie, tu prends la carte du monde, en Chine, les gens n'ont pas la même apparence morphologique qu'en France, ou en Afrique du Sud, ou en Amérique du Sud. Il y a des morphotypes. Et bien dans le corps, c'est pareil. On a une cartographie et on a certaines bactéries dans certaines zones qui vont réaliser certaines fonctions. Dès lors qu'on voit apparaître une infection bactérienne, ça veut dire que l'équilibre est rompu. C'est juste ça, l'équilibre est rompu parce que normalement, toutes ces bactéries constituent notre premier système immunitaire et elles sont en équilibre mutuel, elles se maintiennent en mutuel respect d'une certaine manière. Il y a un déséquilibre et ce déséquilibre, il n'est pas pour rien. On est à une époque de lutte systématique contre le patrimoine bactérien. À chaque fois qu'on te parle d'une bactérie, toujours pareil, j'ai attrapé une bactérie, j'ai attrapé un microbe, j'ai attrapé un champignon, j'ai attrapé. Donc ça veut dire que c'est un truc négatif. Mais je veux dire, des bactéries, des champignons, des microbes, tu en as plein le corps. Ça correspond à plus de 90% de ce qui te constitue. Tu es beaucoup plus microbien que cellulaire et c'est nécessaire à ton fonctionnement. Et au contraire, c'est la raréfaction des populations qui fait qu'on a une rupture de l'équilibre et de la dynamique d'équilibre mutuel qui fait qu'ensuite on a une surprolifération d'un champignon ou d'une bactérie. En sachant toujours pareil que les champignons et les bactéries souvent s'équilibrent les uns les autres et que les bactéries augmentent quand les champignons diminuent et réciproquement. Il y a aussi les virus qui viennent jouer leur rôle là-dedans. Les virus sont pour bon nombre d'entre eux des bactériophages, donc ils viennent manger les bactéries et donc cette cohabitation entre virus, bactéries, champignons permet à ce qu'on ait un système qui est équilibré, dynamique, équilibré. Actuellement, les enfants qui naissent avec une diversité microbienne plus rare qu'elle n'a jamais été, plus limitée qu'elle n'a jamais été. C'est ce qui explique les phénomènes d'allergie, d'éruption cutanée, d'eczéma, de troubles auto-immunes dès la naissance. La seule solution pour ces enfants, qui partent vraiment avec un vrai handicap, là pour le coup, pour moi, il y a un vrai handicap, la seule chance pour eux, c'est de leur assurer des conditions qui vont faire qu'on va faire prospérer, on va cultiver leur patrimoine bactérien qui pour l'instant est extrêmement raréfié. Et comment est-ce qu'on cultive le patrimoine bactérien? Tout simplement, je vais retomber sur mes pattes, je vais toujours te dire la même chose. Et pour les enfants, je crois que c'est incontournable actuellement. C'est-à-dire que tu ne pourras pas faire vivre des enfants qui ont une immunité de plus en plus faible dans un monde qui est de plus en plus toxique et agressif. C'est pas possible. Donc d'un côté, on a notre immunité constituée majoritairement à notre immunité et à plus de 80% bactérienne. Il ne faut pas se laisser balader par les lymphocytes et par les IgA et les IgE.
hein. Le système immunitaire intérieur, c'est bien joli, mais notre immunité est d'abord la protection qu'il y a à la surface de toutes nos membranes et nos muqueuses qui nous protègent des éléments extérieurs inadéquats. Notre immunité est essentiellement bactérienne. Tu ne pourras pas faire cohabiter des enfants qui naissent avec une diversité et un patrimoine bactérien de plus en plus rare avec un monde qui est de plus en plus toxique et agressif. Ça ne peut pas marcher. Ça part dans deux sens complètement opposés. Ça clash. Donc le seul moyen, c'est de renforcer l'immunité des enfants. Et comment on renforce l'immunité des enfants? Premièrement, en favorisant tout ce qui est nourriture adaptée pour les bactéries. Et qu'est-ce que sont les nourritures adaptées pour les bactéries? Au niveau alimentaire déjà, ce sont toutes les nourritures non transformées. Parce que les bactéries, elles ont besoin d'énormément de micronutriments. Donc tous les minéraux, toutes les vitamines, les provitamines, les antioxydants sont essentiels pour le fonctionnement de ces bactéries et pour la multiplication des souches cellulaires. On peut utiliser aussi des apports de bactéries supplémentaires, comme les légumes lacto-fermentés par exemple, qui sont extraordinaires pour apporter. Alors bien sûr, une bonne partie de ce qui est ingéré au niveau oral est détruit au niveau bactérien par l'acide chlorhydrique de l'estomac. Mais il y en a un petit peu qui passe. Mais c'est surtout, plus avant de penser à la nourriture, par un mode de vie qui privilégie la multiplication bactérienne adéquate. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire ne plus vivre dans des environnements stériles. Globalement, alors tu vas me dire, oui mais la barre elle est là, oui mais est-ce qu'on peut faire autrement? On me le reproche de temps en temps, on me dit, ouais mais Thierry, tu mets la barre là, nous on ne peut pas et ça nous rend impuissants. Mais je ne peux pas mentir et dire, oui non mais tu vas prendre telle pilule et ça va résoudre le truc. Il y a vraiment une situation qui est en train, génération après génération, de s'aggraver. Et il faut en prendre vraiment la considération. C'est-à-dire que pour que nos bactéries se multiplient de façon adéquate, il faut vivre dans un environnement le plus naturel possible. C'est-à-dire au contact des éléments, au contact des bactéries, dans un environnement riche en bactéries et non pas complètement stérile. Tu vas trouver beaucoup moins de richesse bactérienne dans un environnement complètement bétonné que dans un environnement naturel avec de la terre, avec des vers de terre, avec des micro-organismes un petit peu partout. Des enfants qui vont gratter dans la terre, des enfants qui marchent pieds nus. On dit, ah mais il fait l'apologie du tiers-monde et ainsi de suite. Mais pas du tiers-monde, c'est pas du tout ça. C'est des conditions normales de vie de l'être humain comme de toutes les espèces vivantes. Je veux dire, on est les seuls à marcher avec des chaussures. Globalement, on ne s'est jamais posé la question. On est les seuls à marcher avec des chaussures. On est les seuls à vouloir vivre dans des environnements complètement aseptisés. La première des choses pour favoriser la multiplication des bactéries pour un enfant, c'est de lui permettre de jouer tranquille au soleil, au contact des éléments, dans un environnement le plus riche possible. Ça, c'est la première et la meilleure des réponses. Alors, on va dire, c'est pas obligatoirement facile. Il faut faire en sorte. Pour moi, un enfant devrait avoir accès à un jardin, devrait avoir accès à des éléments naturels, devrait avoir accès à côtoyer des animaux et à avoir ces échanges permanents entre eux. Les bactéries ne sont pas nos ennemis, les microbes ne sont pas nos ennemis et on est en train de crever du manque de ces fameux microbes. Après, au niveau alimentaire, on peut apporter des légumes lacto-fermentés. Déjà, tu me parles du régime alimentaire. Elle a quel âge? Elle a 5 mois. Comment nourrir un bébé après le lait maternel? Bon, c'est un peu tôt, 5 mois. Pour nous, on aurait pu lui laisser un petit peu de temps de plus quand même. Mais bon, s'il faut en passer par là, mais ensuite des fruits, des légumes, des aliments bruts, naturels au plus. Et les enfants se régalent avec ça. C'est-à-dire, vraiment, tu peux lui donner tout ce que toi tu viendras manger, tu lui proposes et tu vois ce qu'elle prend. Et je suis même contre le mixage pour les bébés. Ils peuvent le manger, ils peuvent le manger. Ils arriveront à en tirer ce qu'ils doivent en tirer. Il ne sert à rien de forcer l'ingestion en transformant les produits. Moi, j'y crois pas du tout. Mais le plus gros truc là-dedans, je vais te dire, c'est pas de trouver les moyens. Les moyens, tu les trouveras. Le truc, c'est que il faut convaincre la maman qu'il n'y a pas le choix, que sa petite n'est pas en bon état et qu'il y a une nécessité vraiment à prendre la mesure de tout cela, parce que sinon ça va pas marcher. C'est une enfant qui va avoir des problèmes allergiques. Alors elle fonctionnera, elle va arriver, mais par contre ça va pas être rock'n'roll dans sa vie. Et puis la génération suivante, ça sera encore plus compliqué. Il y a un moment, de toute façon, où il faut faire une rupture. Il y a un moment où une génération doit faire une rupture.
C'est-à-dire arrêter. Arrêter de ne pas prendre les choses au sérieux, entre guillemets. Arrêter de se comporter comme si on était tout puissant et qu'on pouvait vivre comme ça. Et puis se moquer éperdument des conditions environnementales. On compense un coup d'anti-symptômes, hein, de produits qui empêchent les symptômes. Prendre la responsabilité. C'est pour ça que je suis ravi qu'il y ait autant de gens qui regardent ces vidéos. Parce que ça fait une coupure. Ça fait une coupure. Et puis en plus, il y a ce qu'ils vont transmettre à leurs enfants. S'ils ont modifié leur mode de vie, immédiatement, ça sera des valeurs qui seront transmises à leurs enfants. Voilà ce que je peux te répondre. Mélanie, bonjour, je voulais dire que je viens de découvrir que la nourriture de nos chiens est de la, alors je cite, hein, moi j'y suis pour rien, est de la merde finie. Si tu pouvais faire une vidéo là-dessus, j'ai acheté les nouvelles croquettes à mon minou chéri de la marque Carnilove. Waouh, Carnilove. Il y a des créatifs là derrière, où il y a même du psyllium dedans. Bref, j'ai trouvé un site pour nourrir comme la nature. Un nutritionniste m'a conseillé, il m'a dit que tout qui était en grande surface est du poison. Ben, c'est certain. Et on nourrit des animaux, alors selon les classes, hein, les chiens sont des omnivores à tendance carnivore. Les chats sont beaucoup plus carnivores encore que les chiens, et on les nourrit avec des céréales, avec des additifs. Je veux dire, tu regardes les chiens, ils sont aussi malades que nous, et de plus en plus. C'est pas pour rien, je veux dire, ça nous crève les yeux. Mais quand on veut pas voir les choses, c'est marrant, ce matin j'écoutais une conférence là, très très intéressante sur les nouvelles techniques d'organisation d'entreprise, et le mec il disait un truc intéressant, il disait voilà, à l'époque d'Aristote, Aristote a postulé quelque chose, il a dit que finalement les femmes avaient moins de dents que les hommes. Tu te dis ça dans une vidéo, j'aurais pu faire une vidéo, les femmes ont moins de dents que les hommes, ça aurait été intéressant, ça aurait fait le buzz. Bon, tu te dis, pas être con, excusez-moi l'expression, il ne faut pas être bête, il suffit d'aller regarder. Ok, et ben, le dogme aristotélicien, classe ça, le dogme aristotélicien, Aristochat, là, a duré pendant 1500 ou 2000 ans, jusqu'à ce qu'on se dise, on va aller vérifier. De la même manière, il citait, et ça c'était très intéressant, il disait, l'histoire là du cerveau dans les intestins, on le sait depuis longtemps. De toute façon, déjà, il y a beaucoup d'expressions populaires qui permettent de le dire. Hein. J'ai pris cette décision avec mes tripes. Hein. D'ailleurs, il le cite, il dit finalement, on a 3 cœurs et on s'est rendu compte qu'on avait des neurones dans 3 endroits, principalement du corps. Il y en a bien d'autres endroits, les neurones sont répartis dans tout le corps. Mais il dit les intestins, le cœur et les cerveaux. Et c'est vrai que souvent on dit, j'ai pris cette décision avec ma tête, ou je l'ai prise avec mon cœur, ou je l'ai prise avec mes tripes. On le sait. Hein. Et puis, il aurait suffi d'ouvrir un cadavre, hein, et puis de regarder où est-ce qu'on trouvait des tissus neuronaux. Et on se serait bien rendu compte qu'on en trouvait dans le cœur, qu'on en trouvait dans les intestins. Ça nous crevait les yeux. Hein. Simplement, on ne voulait pas le voir. Parce qu'il y a de l'idéologie et il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Ben, là, c'est exactement pareil. L'histoire des croquettes pour chiens, mais c'est une évidence. Hein. Tu sais, on a nourri les vaches avec des farines animales, puis là on dit, comment se fait-il? On nourrit les vaches avec des farines animales et ça ne marche pas. Et sérieusement, si je te dis, je remplis mon réservoir de voiture avec de l'huile, est-ce qu'elle va fonctionner? Eh ben oui, non mais ça il faut pas le dire. Mais bon, non mais je remplis mon réservoir de voiture avec quoi? On peut le faire marcher avec beaucoup de choses, le moteur à explosion. Hein. Bon, avec de l'alcool. Si je mets de l'alcool dans un moteur à explosion classique, ça va pas marcher. Bon mais je vais te dire, ça va, même si je mets de l'essence à la place du diesel dans mon réservoir, ça va beaucoup moins bien marcher. Ça paraît une évidence. Ça nous crève les yeux en permanence. Non mais, je veux dire, la croquette n'est pas l'aliment physiologique du chien. Personne ne pourra te définir ça. La céréale n'est pas l'aliment physiologique du chien. Ils en ont jamais mangé. Le chien dans la nature ne mange pas de céréales pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas de céréales dans la nature. On va me dire, ouais, le millet sauvage et tout. Mais t'as regardé ces 3 pauvres graines qui se battent en duel. C'est pas avec ça que tu vas te nourrir. Tu te nourriras plus facilement d'herbes, de feuilles, de fruits, de petits animaux, de choses comme ça. Oui, ça tu vas pouvoir trouver facilement, hein, mais pas de céréales. Donc effectivement, ce qu'on donne à manger à nos chiens, c'est de la MERDE. Alors je ne suis pas du tout spécialisé là-dedans. Alors tu me dis, même si le BARF, oui j'allais te parler de BARF. Donc BARF, ça veut dire Biological Adapted Raw Food. Donc c'est une nourriture crue biologiquement adaptée aux animaux, BARF, je vous encourage, il y a un grand forum en France qui est super intéressant là-dessus. Nous on ne pourra pas. Alors j'ai adopté pour ces croquettes sans céréales. Voilà, même les chiens subissent la malbouffe, quel monde de consommation. Oui, on pourrait faire toute une vidéo sur les chiens avec Eric Escoffier, il serait assez radical avec ça.
Et j'ai rien contre les chiens, j'aime beaucoup les chiens, je trouve que c'est des animaux superbes. Les chiens sont des prédateurs qui sont concurrentiels avec l'homme, c'est certain. La multiplication, la prolifération des chiens pose un véritable problème, comme toute prolifération d'une espèce vivante, et en tout cas sur la chaîne alimentaire, ils sont concurrentiels avec l'homme. C'est vrai que si tu nourris avec du barf, donc si tu nourris les chiens de manière adéquate, ça veut dire aussi leur donner pas mal de viande, et ça nécessite des quantités assez importantes, j'en suis conscient. Mais bon, je suis pas spécialiste, donc je vous renvoie plutôt vers les forums, je ne vais pas parler des trucs que je connais pas, voilà. Tu ne comprends plus, il y a quelqu'un qui ne comprend plus. Alors, c'est un message qui nous est arrivé. Mariam, voilà. Bonjour, je me permets de vous écrire afin de vous faire part de mes chamboulements. Sur une vidéo, dois-je arrêter mes traitements et autres religions? Thierry dit que la viande lui a sauvé la vie lorsqu'il était mal. Ouais. En tout cas, oui, mais ça je l'avais déjà raconté. Quand j'étais épuisé, effectivement, j'ai consommé des produits animaux, mais ça tombe sous le sens. J'étais complètement épuisé. Il me fallait un aliment qui soit archi concentré. Dans l'état où j'étais, c'est pas en suçant des carottes, peut-être que je m'en serais sorti. Il me fallait une nutrition extrêmement dense. Donc c'est pas surprenant. Dans l'état de dégénérescence et de cachexie dans lequel j'étais, qui était quand même relativement extrême. Oui, il fallait me nourrir avec quelque chose d'extrêmement concentré, comme peut l'être le lait maternel, par exemple, qui est juste de la graisse et du sucre. Il me fallait quelque chose d'archi concentré. À l'époque, je ne pouvais pas me payer du durian, mais si j'avais pu me payer du durian, par exemple, qui est un fruit composé à moitié de graisse, à moitié de sucre, je crois que j'aurais peut-être pas pour le durian. Thierry dit que la viande lui a sauvé la vie lorsqu'il était mal. Je pensais que c'était juste temporaire, mais qu'il était quand même végétarien. Oula. Puis dans un commentaire sur la vidéo Jiu-Jitsu Performance Récupération, il dit qu'il n'a jamais caché qu'il a consommé de la viande. Bien sûr que je n'ai jamais caché, que j'ai consommé, que je consomme de temps en temps, de façon sporadique, de la viande. Oui, bien sûr, tout à fait. Or, il m'a semblé que dans son discours, il explique que viande égale produit animal. On est d'accord. Égale produit acidifiant. Oui, le maigre, la viande de maigre, oui, est acidifiante, bien sûr. Égale produit sans minéraux. Ah non, c'est pas parce que c'est acidifiant que c'est sans minéraux, c'est toujours une balance. Hein. Il y a énormément de minéraux. Énormément de minéraux. Là, on parle pas. Le problème, c'est que dès qu'on parle de viande, c'est les animaux. Non, mais attends, là, on parle en physiologie. Il y a des minéraux. Et attends, tu manges des animaux. Les animaux, ils sont extrêmement minéralisés, à condition qu'ils soient nourris d'herbes. C'est clair que s'ils sont nourris de céréales parquées dans des conditions innommables, peut-être qu'ils ne seront pas très minéralisés. Mais heureusement que les animaux sont minéralisés. Ils sont minéralisés comme si tu mangeais de la viande humaine, elle serait minéralisée. Alors, nombre d'entre nous, on est plus ou moins déminéralisés, mais il reste quand même des minéraux. Heureusement, sinon ça ne fonctionnerait pas. Donc, on reprend. Viande égale produit animal, on est d'accord. Égale produit acidifiant. Alors attention, produit animal ne veut pas dire produit acidifiant. Ce qui est acidifiant, il faut bien comprendre, ce sont les protéines. Hein, les protéines, et puis bon, après toutes les toxines que tu vas pouvoir trouver, les antibiotiques et tout. Mais en tant que tel, dans un produit normal, ce sont les protéines qui sont acidifiantes. Les protéines dans les produits animaux sont aussi acidifiantes que les protéines dans les produits végétaux. Hein, la spiruline est acidifiante dans un certain sens. Elle amène beaucoup de protéines, elle est acidifiante. Elle amène aussi beaucoup de minéraux, donc ça rééquilibre pas mal. Mais un produit acidifiant n'est pas un produit sans minéraux. Il y a des balances. Hein. Il y a plus de facteurs acidifiants que de facteurs alcalinisants. Hein. Mais il y a pas mal de minéraux dans les animaux. Au contraire même, dans l'absolu, la biodisponibilité des minéraux dans les tissus animaux est plus grande que dans les végétaux. Ah ouais, bien sûr, parce que dans les végétaux, tous les minéraux, ils sont contenus dans la cellulose. Et la cellulose, il faut arriver à la détruire, à la broyer. Hein. Donc la biodisponibilité est plus grande. Et ça, je veux dire, on aura beau on peut à juste titre s'insurger contre le traitement qui est fait aux animaux. Mais par contre, il y a des faits scientifiques contre lesquels on ne peut pas aller. La biodisponibilité, dans l'absolu, est supérieure dans les produits animaux de qualité parce qu'on a beaucoup plus de facilité à tirer nos minéraux de ce qui est semblable à nous. L'animal, il réalise une espèce de transition entre l'humain et le végétal. Il a réalisé déjà l'extraction de la cellulose. Et souvent, il est mieux adapté que nous. Mais oui, c'est plus biodisponible dans les animaux, dans l'absolu, que dans les végétaux. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir énormément de minéraux avec les végétaux. La preuve, on se reminéralise énormément. Pourquoi? Parce que de toute façon, premièrement, les animaux que l'on consomme ne sont pas nourris à l'air. Donc déjà, ils ne sont pas minéralisés, ils ne les apportent pas. Deuxièmement, ils sont gavés d'antibiotiques et tout. Puis on en consomme beaucoup, beaucoup trop. Le facteur acidifiant est primordial.
Je suis chamboulé. Alors tu es chamboulé par quoi? Parce que le fait que je mange de la viande qui est acidifiante. Ouh, mais tu sais, mais des trucs acidifiants, j'en fais des tas. Hein. Je conduis une voiture, c'est acidifiant. Je me couche pas tôt, c'est acidifiant. Des fois même, je me mets en colère. C'est rare, hein, parce que je suis quasiment un être accompli. Non, blague à part. Hein, mais parfois, ouais, même je me mets en colère. Parfois, je m'excite. Et je fais même du sport. Donc je m'acidifie à mort. Je m'acidifie à mort. Mais la vie, c'est s'acidifier. Donc c'est mal parti. Il parle aussi des céréales en disant que c'est pas bien. Oh, c'est pas que ça soit pas bien. Le bien et le mal en matière de céréales, ça me dépasse un petit peu. Je dis que c'est un facteur de congestion important. Et dans la vidéo, il dit que les sportifs doivent en consommer. Je dis pas qu'ils doivent en consommer. Je parle à des gars qui font du jujitsu, qui ont une alimentation lambda. Je veux dire, je vais pas les pousser à passer au cru du jour au lendemain. Les mecs qui doivent performer au maximum, s'ils se lancent dans une détox pas possible, ça me paraît inadéquat. Il faut remettre dans son contexte. Je suis perdu, car comme beaucoup, j'ai fait des changements radicaux dans mon alimentation sur ces paroles et vidéos, et là, je me sens berné. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Je vais t'expliquer pourquoi. Et là, tu vas me trouver provocateur, mais je vais t'expliquer pourquoi. Si tu as fait des changements sur ma parole, tu as fait une énorme erreur. Il ne faut pas faire les changements sur ma parole. Il ne faut rien faire sur ma parole. Ma parole, elle n'a pas plus de valeur qu'aucune autre parole. Ce sont des éléments que l'on t'apporte, et tu ne pourras pas faire l'économie de comprendre par toi-même. Parce que effectivement, les réductions sont très faciles. Tu as les gens qui te disent « un produit animaux égale produit acidifiant ». Ce qui est acidifiant, c'est les protéines. Si tu me parles d'un jaune d'œuf, c'est absolument pas acidifiant, ce ne sont que des matières grasses. Si tu parles de beurre, ce n'est absolument pas acidifiant, ce ne sont que des matières grasses. Et si c'est du beurre cru de vaches qui ont été élevées à l'herbe et ainsi de suite, ça va être plein de minéraux. Ça va être gavé de minéraux. Donc, on ne peut pas dire produit animal égale produit acidifiant. Tu sais, on voudrait vivre dans un monde de bisounours. Alors d'un côté, tu as les fruits et les légumes. La 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 la. On gambade avec des toges blanches dans les champs, là, tu sais. Hein. Et puis de l'autre côté, tu as les carnassiers. Donc là, tu imagines musique de hard rock. Là, tu as du Pennywise qui joue à fond ou du NoFX. Puis le mec, il a une tête avec des gros muscles, il est poilu, tu sais, il a des poils qui lui sortent du nez. Là, puis ça, c'est les méchants carnassiers. Tu sais. On adore vivre là-dedans. Mais c'est un gag. C'est un pur gag. C'est un pur gag et nous, on marche à ça. Nous, on marche à ça et on a besoin comme ça de représentation. Je suis le premier à dire qu'on n'est pas pur ou impur en fonction de la nourriture qu'on consomme. Ce n'est pas ça qui nous rend pur. Ce n'est pas la nourriture que nous consommons qui nous rend pur ou impur. En aucun cas. Ça a été écrit dans de nombreux textes spirituels, c'est une évidence. Ce n'est pas l'alimentation qui nous rend pur ou impur. L'alimentation, elle nous permet de fonctionner de manière plus ou moins adéquate. C'est tout. Si tu fais des changements alimentaires sur la foi de ce que je dis, il y a un problème. Pourquoi? Parce que si ça ne marche pas comme tu le veux, tu vas m'en vouloir à moi. Je n'ai jamais demandé à quiconque de faire le moindre changement. Je n'ai jamais induit quiconque à faire le moindre changement. Je partage ma compréhension du corps humain. Et à partir de ça, tu es responsable. Je le mets en début de vidéo, je n'ai aucune responsabilité dans les choix que tu vas faire. Aucune. Aucune. Non, parce que à ce moment-là, je veux dire, je vais pouvoir te dire, fais ci, fais ça, et toi, tu vas y aller. Enfin, je veux dire, c'est impossible. Pour moi, le poids à supporter est beaucoup trop important. Je ne suis pas responsable de cela. Tu as fait des changements. Est-ce que tu te sens mieux avec ces changements? Si oui, quelle importance que moi, je consomme par exemple des produits animaux de temps en temps. C'est mon choix, j'ai parfaitement le droit. Je ne suis pas moins bon, moins quoi que ce soit. J'ai fait ce choix, j'en consomme de temps en temps, je n'ai pas à me justifier. Le truc, c'est que tu vois, je me retrouve à me justifier. Alors je vais te dire, oui, mais c'est pas souvent, je traverse des longs moments où j'en mange pas, et ainsi de suite. Je fais ce que je veux. Comme de la même manière, je me couche à l'heure que je veux. Et j'ai parfaitement le droit d'enchaîner nuit blanche sur nuit blanche sur nuit blanche, si j'ai envie. C'est pas important. Je ne suis redevable de rien. J'ai le droit de détruire ma vie si je le veux. J'agis comme je le sens et comme je l'entends, à partir des connaissances qui sont les miennes. Je fais des choix. Je fais des choix qui vont dans le sens de la moindre souffrance, comme la plupart d'entre nous, vers le sens de la joie, du bonheur, du plaisir, du fonctionnement biologique de mon corps. Il m'arrive de consommer des produits animaux, oui, parce que j'en ressens le besoin, oui, exactement. Et ça, on pourrait en parler en long et en large, parce que je l'ai toujours dit, j'ai toujours dit que pour moi,
d'après ma compréhension physiologique, l'humain n'est pas de nature végétarienne, en aucun cas. Il peut certainement le faire pour certains, dans certaines conditions, et c'est très bien, j'en suis ravi pour eux. Pour d'autres, eh bien, ça ne pourra pas marcher, ou pas maintenant, pas dans ces conditions, et que si on n'en prend pas le sens, on se retrouve avec des végétariens gavés de céréales, avec une dysbiose jusque-là, qui sont dans un état physiologique catastrophique, parce que ça j'en connais, et que le végétarisme dans l'absolu, et là je fais beaucoup de provocations, n'est qu'une idéologie, parce qu'il n'est pas basé sur une réalité physiologique. Le végétarisme est une idéologie parce qu'il est parti d'une idée. L'idée c'est l'exploitation animale est anormale, et ça je suis parfaitement d'accord, mais c'est une idéologie au sens propre du terme. Il n'y a aucun caractère négatif quand je dis que c'est une idéologie. C'est une idéologie parce qu'il n'est pas parti d'un constat biologique, il est parti d'un constat éthique. Donc c'est une idéologie, et il s'agit de faire cadrer cette idéologie au mieux avec la réalité biologique. Donc voilà. Alors, tu aimerais savoir, la viande, c'est bien ou pas? Mais la viande, ça ne peut pas être bien ou mal. La viande est un produit... Alors, attends. J'aimerais savoir, la viande, c'est bien ou mal? Les céréales, c'est bien ou mal? Thierry mange quoi? Que des fruits et des légumes? Désolé, mon message n'est pas agressif. Et moi non plus, je ne suis pas agressif. Je prends cet exemple et vraiment, j'espère que tu ne vas pas le prendre de façon personnelle. Mais je veux juste comprendre. Alors, Thierry, il mange quoi? Au petit déjeuner, un bol de Kellogg's Cornflakes avec un peu de lait et de sucre. À midi, une bonne pizza avec ça de fromage et 3 fromages. Tutti formaggi. Alors tu vas me dire, ouais, tu fais de la provocation. Mais non, parce que ce que je veux dire par là, c'est qu'on s'en fout. On dit, ah oui, mais Thierry, il ne justifie pas de ses repas. Mais je peux te dire n'importe quoi. Je peux te dire, oui, je mange que des fruits et des légumes. Tu es là, par exemple, on est en hiver, je mange peu de fruits en hiver. Ouais, je mange peu de fruits en hiver. Pourquoi? Parce que j'ai parfaitement compris que si je consomme beaucoup de fruits à queue, ben en hiver je vais avoir froid, je vais être gelé. Donc en hiver je consomme peu de fruits à queue, je consomme beaucoup plus de matières grasses, denses, beaucoup plus de légumes, denses. Je fais même des expériences. Ah, tu veux savoir qu'est-ce que je fais comme expérience? Ah tiens, on va rigoler. Qu'est-ce que je fais comme expérience actuellement? Même moi j'aime bien tester par moi-même. Je suis pas. Donc là en ce moment par exemple, eh j'expérimente de consommer du kéfir avec du lait. Ah, et ouais, j'expérimente pour voir, pour comprendre, parce que j'ai lu énormément sur le kéfir. Je me dis tiens, voyons un petit peu ce que ça donne, la décomposition des. Bon, je me rends compte que la théorie selon laquelle le kéfir la caséine est complètement décomposée dans le kéfir. Bidon, et j'ai des gens qui ont énormément de réactions. Ok, moi j'ai expérimenté d'en rajouter un petit peu, voir au niveau, on m'a parlé de la recolonisation du tube intestinal et tout. Je cherche tout azimut, tout le temps. Au niveau des aliments, au niveau du rythme de vie, je cherche tout le temps et j'expérimente. Je refuse de croire par la foi des autres. J'étudie leurs arguments et si leurs arguments me paraissent pertinents, ensuite, il y a l'expérience personnelle qui vient valider tout ça. Donc toi, qu'est-ce que tu dois manger? Est-ce que tu te sens mieux avec des céréales ou sans? Essaye et dis-moi. Moi, je te donne des arguments contre les céréales, mais peut-être que ça ne va pas marcher. La viande, c'est bien ou pas? Mais là aussi, tu me dis la viande. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle quantité? De quelle origine? Des animaux qui ont été élevés en plein air ou qui ont été élevés. Est-ce que tu inclus là-dedans bien ou mal? Alors, si tu dis bien ou mal, on rentre sur des plans moraux. Sur un plan moral, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal de manger un autre animal? Ça, tu sais, j'ai jamais eu de conviction à ce sujet-là, par exemple. Et pourtant, j'ai tout fait pour avoir une conviction. J'ai jamais eu de conviction. Je suis certain que la surconsommation animale est anormale, mais bon, je sais que les végans végétariens ne vont pas aimer ça, ils vont me dire ouais, non, mais la souffrance animale et ainsi de suite. Va parler de souffrance animale à un chien ou à quoi que ce soit, il s'en moque complètement. Moi, j'ai un chat là qui squatte à la maison, je l'ai vu la dernière fois attraper une souris, je peux te dire que la souffrance de la souris, il en a un peu rien à faire. On me dit ouais, mais nous on est humains. Moi, je sais pas, moi j'ai pas de conviction absolue. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a un processus d'élevage actuellement qui est innommable, qui est anormal et ainsi de suite. Ok, mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal la viande? Je peux pas y répondre. C'est pas à moi d'y répondre. Moi, ce que je te dis, c'est que nombre de produits animaux sont gavés d'antibiotiques, gavés d'additifs, sont extrêmement acidifiants, qu'on en consomme beaucoup trop, des animaux qui ne sont pas élevés dans des conditions adéquates, donc si sur le plan alimentaire n'apportent rien, qui sont stressés au possible parce qu'ils sont élevés dans des conditions qui sont innommables. Donc je pense que c'est pas. Mais tu ne te sens berné qu'à la hauteur de ta démission. C'est tout. Tu ne peux pas être berné si tu as repris toi-même ta responsabilité. On est en plein dans ce qu'on fait dans ces vidéos. Elle est géniale cette question. On est en plein, je te remercie. Tu ne pourras être berné que parce que tu as toi-même démissionné de ta responsabilité. Et puis alors moi, j'ai rien demandé. Je t'ai pas demandé de me faire confiance. Je t'ai pas demandé de me suivre aveuglément. Jamais, au contraire. Je passe mon temps à dire le contraire.
Surtout, élabore par toi-même. Prends cette connaissance. Je ne suis qu'un contributeur à un pool de connaissances. Donc, est-ce que les céréales, c'est bien ou c'est mal? Bien, les céréales, ce sont des sucres complexes. Pour les personnes qui ont un péristaltisme lent et ainsi de suite, c'est pas adapté. Je le pense, je l'ai expliqué, j'ai expliqué pourquoi. Mais expérimente, essaye, vois comment tu te sens. Peut-être que finalement, si tu as un mauvais métabolisme des sucres, que tu as une difficulté à métaboliser le fructose, un peu de céréales va t'aider. J'en sais rien. Essaye, comprends comment ça fonctionne au niveau du corps. Tu ne peux pas en faire l'économie. On va me dire que je fais du business, mais viens en stage et puis on en parlera. Il y en a des questions. On va faire une pause là, parce qu'il fait froid. Je me la joue là, être dehors, mais... allez, caséum. Une question de Louise Anneau. Comment faire pour enlever le caséum ou bile puante près des amygdales? Je ne peux plus parler. Oh là, je ne peux plus parler, je suis honteux, je suis à bout et je peux vous dire que j'ai une hygiène très dure pour mes dents, ma langue, ma bouche. Je ne sais plus quoi faire car je prends l'odeur dans mon nez et ma bouche. Quand une personne me parle, je tourne la bouche ou j'ouvre très peu la bouche. Je prends une demi-heure pour la bouche et le soir je fais le fil dentaire tous les jours, je brosse ma langue matin et soir, je gargarise, je rebrosse, je ne sais plus quoi faire. Bon, ben, le caséum, le caséum là qu'on a au fond de la bouche, qu'est-ce que c'est? C'est un agrégat bactérien et fongique. C'est pour ça que ça sent mauvais. Ça sent mauvais parce qu'il y a beaucoup de bactéries, beaucoup de champignons qui sont en pleine action. Donc, agrégat bactérien et fongique, il y a multiplication bactérienne et fongique. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a nécessité. Et pourquoi est-ce qu'il y aurait nécessité d'apparition de bactéries et de champignons? Ben, certainement parce qu'il y a énormément de déchets à nettoyer. Donc, brosser, gratter et ainsi de suite, ça marche. Ouais, si on veut, ça marche, ça marche. Le problème, c'est que c'est un pis-aller qui ne va jamais répondre à la problématique initiale. La problématique initiale, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est simplement qu'il y a une accumulation de déchets et c'est ça auquel il faut répondre. Donc, changer d'alimentation est pour moi une priorité, en particulier. Tout ce qui est produits laitiers, par exemple, produits laitiers, produits céréaliers. Ah, tiens, pour répondre à tout à l'heure, je te disais, ouais, je fais l'expérience avec le kéfir et tout. Si je te dis produits laitiers, si je te dis, ouais, les produits laitiers, c'est mauvais, tu vas me dire, ah ouais, mais tu fais l'expérience avec le kéfir, comment ça se fait? Ben, parce que quand on dit produits laitiers, on n'a rien dit. Tu as du lait brut, et puis tu vas avoir du lait fermenté, multiples fois fermenté et tout. Ce que j'avais envie de voir, c'est est-ce que les ferments de kéfir vont amener à une décomposition telle qu'ils pourraient avoir un intérêt en termes de recolonisation bactérienne au niveau intestinal. Tiens, voir, parce qu'il y a des populations entières qui l'utilisent, le kéfir, voir ce que ça pourrait donner. Mais quand on dit produits laitiers, on n'a rien dit. Mais moi, je parle de façon générale, je parle dans des vidéos. Donc quand je parle de produits laitiers, on parle de produits laitiers UHT, qui ne sont pas ensemencés, qui n'ont pas été fermentés, fermentation courte, enfin voilà, inadéquat. Produits laitiers, céréales en particulier, sont des vecteurs d'intoxication globale au niveau du corps. Donc moi, ce que je vous conseillerais, ou ce que je te conseillerais, ça serait d'adopter un régime tel que présenté par exemple dans le cahier de transition de Terra Incognita, et ça sera... je pense que vraiment par le nettoyage et l'épuration profonde des tissus, cette nécessité de prolifération fongique va disparaître immédiatement. Il faut bien comprendre que il y a des individus, c'est au niveau du tube digestif. Le tube digestif, c'est la première étape. Au bout d'un certain moment, l'intoxication est tellement globale que les multiplications fongiques et bactériennes se font à l'échelle de tout le corps. Et il y a des gens, c'est tout le corps qui sent mauvais. Mais il sent mauvais, pourquoi? Parce qu'il y a simplement des déchets, beaucoup de déchets et beaucoup de champignons et de bactéries qui se sont multipliés. Et il n'y a pas d'autre choix. Et ce n'est pas en augmentant la quantité d'antifongiques qu'on va arriver à la solution. Au contraire, il faut permettre l'épuration. Et les champignons et les bactéries ne sont là qu'en réponse avec un niveau d'accumulation de déchets. On diminue les déchets, ils diminuent eux-mêmes. Il n'y a pas de secret. Alors, question de Gérard. Bonjour Thierry et à toute l'équipe. Merci Gérard. Voici ma question. J'ai eu un cancer du côlon détecté cet été à 60 ans. J'ai immédiatement pu me déconnecter d'une importante source de stress, super. Et sur les conseils d'un médecin nutritionniste avisé, ajouter des jus de fruits et de légumes à un régime sans fibres déjà entamé pour soulager le côlon. Ok. Pas de métastase heureusement, mais la tumeur était grosse comme le poing, coincée en haut du côlon droit, opérée 1 mois et demi plus tard, au final pas de chimio, alors qu'on m'en avait prescrit d'agressive, énorme soulagement, succès que j'attribue à la suppression complète de la source du stress et des jus de fruits et de légumes systématiquement. Cela étant, j'ai appris après coup que l'on m'avait ôté 25 cm de côlon
en fait tout le côlon droit, appendice compris, ainsi que 10 cm d'intestin grêle et donc exit la valve iléo-cécale. Je n'ai pas encore compris la raison exacte. Tiens, je te dis, on t'enlève un bout. Je veux dire, laisse tomber. C'est de l'impunité totale, c'est du délire complet. C'est du délire complet. Même déclaré officieusement guéri, les conséquences d'une telle imputation sont difficiles à gérer. Mon transit est très instable, rien ne me déclenche une diarrhée. Ce n'est pas très méchant, mais à force c'est éminent. J'ai compris que c'est un rapport avec la bile qui passe librement de l'iléon au côlon. Ben oui, bien sûr, mais je n'arrive pas à gérer cet état. De plus, avec 1m78, je suis passé de 75 kg à 60. C'est limite, je n'arrive pas à remonter. Mais enfin, l'essentiel serait d'abord d'arrêter ces diarrhées. Mon alimentation actuelle est largement inspirée du régime de Zange signalé. Tu n'arrives à aller à la selle qu'une fois par jour. Mon côlon transverse, j'ai essayé le psyllium, associé au mélange balai intestinal en fin de matinée juste avant mon jus. La réaction a été plutôt violente. Vidage intégral par diarrhée 1 heure après le repas. J'avoue ne plus très savoir quoi faire. Alors, ça va pas être très constructeur ce que je vais te dire, mais moi le premier truc, j'irai voir les médecins, j'irai leur dire ok, vous m'avez enlevé tout un bout de côlon, maintenant je fais comment les gars? Comment je fais? Dites-moi, non, parce que là ça fonctionne pas. J'aimerais bien le savoir. Alors après, moi ce que je vais te dire, c'est que j'ai pas la solution absolue, je crois pas l'avoir. Ce qu'il faut bien entendre, c'est que différentes parties de l'intestin grêle absorbent différents types de nutriments. C'est pas la même absorption à tous les niveaux. Tu as une partie de ton intestin grêle qui a été enlevée, particulièrement la partie terminale de ton intestin grêle, c'est-à-dire que l'absorption des protéines ne va pas se faire de manière adéquate, puisque c'est surtout les protéines qui sont absorbées à ce niveau-là. Moi, j'irai vers une alimentation qui est la plus absorbable possible. Je pense que des jus de légumes seraient très très indiqués, avec des matières grasses, de manière à avoir un apport de nutriments quand même qui soit adéquat. D'ailleurs, tu vois, petite remarque, je te disais tout à l'heure, et ça va peut-être fait sursauter quelques-uns, finalement la biodisponibilité minérale est plus faible parfois dans les plantes que dans les produits animaux. Ouais, parce que c'est compris dans la cellulose, c'est coincé dans la cellulose. Qu'est-ce que tu fais quand tu fais des jus? Tu vires la cellulose et tu libères. C'est pour ça que les jus sont excellents, sont si bons. C'est parce qu'en faisant ça, tu déséquestres de la cellulose toutes les propriétés nutritives. Donc tous les anti-jus qui disent jus c'est pas naturel et tout ce que tu veux, ok c'est pas naturel comme bon nombre de choses, il n'empêche, on n'arrive plus à consommer des produits, une quantité suffisante de légumes et surtout on a des capacités digestives, des enzymes, une capacité enzymatique qui est souvent faible et qui ne nous permet pas de libérer la substance des fibres. Et les jus sont excellents pour ça, excellentissimes. Donc moi je m'orienterai vers des jus, ça c'est clair. J'oscille donc entre constipation et diarrhée à un rythme quotidien. Moi, tu vois, je m'orienterai là dans un premier temps vers des sortes de soupes que je ferai en me faisant des jus de légumes dans lesquels ensuite je mixerai ou j'écraserai de l'avocat, de la graisse de coco, du beurre si tu consommes un peu de produits animaux, un jaune d'œuf si tu consommes des produits animaux. Donc, matière grasse, jus de légumes avec des minéraux pour déjà désenflammer tout ça et voir un petit peu ce que ça peut donner. Par contre, je crains quand même, Gérard, que avec une diminution comme ça de la longueur de ton intestin grêle, disparition de la valve iléo-cécale et ainsi de suite, tu ne sois confronté à... Alors, tu me donnes ton régime, tu ne sois confronté à des problèmes quand même récurrents. Un carré de chocolat noir, un grand bol de thé vert, un bol de porridge d'avoine, châtaigne, cannelle et lait d'amande, une première tartine de pain à faible teneur en gluten avec 3 gousses d'ail, pilé, huile de noix, une bonne poignée de graines germées. Oui, tout ça sur la tartine, et une autre tartine avec un peu de beurre cru pour accompagner un œuf à la coque, le restant avec de la crème d'amande. Il faut dire qu'ensuite j'ai une activité physique en conséquence. Je vais au boulot à vélo. Le midi, un bon jus, pomme, mandarine, carotte, betterave, curcuma, gingembre en guise apéro, puis beaucoup de légumes cuits vapeur ou au wok, des légumineuses, du tofu, un peu de soja. Le soir léger, j'aime bien le jus de pomme fenouil, mais là encore je me demande s'il n'est pas la cause des diarrhées. Même sans j'en ai. Du coup j'hésite vraiment et j'évite ce jus du soir. Je te dirais, là vraiment il va falloir que ce soit toi qui trouves ton propre régime, je suis désolé, mais par contre une règle, tu vois, moi le matin et tout, j'irai vers du beaucoup plus simple et beaucoup moins de mélange. Tu augmentes les quantités d'un seul produit, tu en manges plus, mais éviter de mélanger autant de produits. Ça me paraîtrait essentiel. Voilà le conseil que je pourrais te donner. Moi, je te dis, je me ferai des grosses soupes, là, comme faisait Anne Wigmore, ce qu'elle appelait l'énergie soupe. Donc, c'est un jus de légumes,
mélangé avec des matières grasses, avec de l'avocat, avec quelque chose, donc ça lui donne de la densité, ça évite que ça passe trop vite dans les intestins, et ça c'est très très nourricier. Ça pour moi ça pourrait être une base de désinflammation, de réparation de ton système digestif. Moi je commencerai avec ça. J'espère que ça pourra t'aider. Bonjour Thierry, c'est Isabelle du Maroc. Tout d'abord, joyeux Noël et bonne année. Joyeux Noël à toi et bonne année. Tu as une super évolution, une langue qui n'est plus pâteuse, une haleine qui n'est plus putride, une mémoire retrouvée, un sang fluide. Vous êtes formidable, super. Un grand merci à toute l'équipe, car derrière un grand bonhomme, je suis petit mot, il y a souvent une femme ou une équipe composée de femmes. Ah, c'est vrai en plus. Bravo à toutes et du fond du cœur, merci, merci. Ok. Tu as ouvert un centre de yoga et de relaxation. Voici ma question. Une dame s'est fait enlever la vésicule biliaire. No comment. Je pense que le corps continue à fabriquer des cailloux. Si tel est le cas, où sont-ils stockés? Alors, ce ne sont pas des cailloux, hein, ce sont des agrégats de cholestérol, de substances cholestériques, qui se forment dans la vésicule biliaire et avant tout dans le foie. En plus, elle a subi plusieurs interventions chirurgicales au niveau de l'intestin et du côlon et désormais porte une plaque. À quoi sert cette plaque? J'en sais rien. Pourquoi? Peut-être pour retenir les intestins qui sont hyper dilatés. Je sais que l'ablation de la vésicule biliaire entraîne des perturbations à vie, troubles du sommeil. Mais dans son cas, que faire? Mettre un programme en place pour essayer de retonifier les intestins. Comment? Balai intestinal. Le truc, c'est que si on lui a enlevé la vésicule biliaire, sa capacité métabolique par rapport aux graisses va être limité, c'est tout. Donc il faut avoir un apport de matière grasse qui soit plus régulier. La bile joue un rôle de lubrification des intestins et de circulation des selles, donc elle va avoir tout intérêt à aller vers une alimentation de type déconstipante, c'est-à-dire pas une alimentation qui favorise la constipation, parce que sinon elle va déjà être handicapée à ce niveau-là. Sans bile, ça va être de plus en plus compliqué. Donc des jus, des fruits et ainsi de suite. Elle a des intestins hyper dilatés. Moi, d'après moi, il faudrait déjà commencer par lui faire une bonne réforme alimentaire. Et la réforme alimentaire étant faite, ça devrait déjà permettre de réguler beaucoup de choses. On vit quand même sans vésicule biliaire. Et c'est de là à dire que la vésicule biliaire n'est pas nécessaire, ça serait une erreur. On vit sans vésicule biliaire, c'est plus compliqué, mais ça se gère. C'est pas... Autant avec un bout d'intestin en moins, c'est vraiment compliqué, autant avec une vésicule biliaire en moins, on arrive à fonctionner. Il faut juste éviter la constipation, mais là, avec les jus, on s'en sort plutôt pas mal. Voilà, j'espère que ça aura répondu à ta question. Bonjour Thierry, bonjour Hélène, donc c'est une question d'Émilie. Je me permets de vous envoyer ce message car je n'ai pas trouvé de vidéo. Tout d'abord, je voudrais remercier Thierry car je lui ai envoyé une photo de mes yeux en août 2014 pour qu'il regarde en iridologie. Il ne connaissait que mon prénom, il ne connaissait ni mon âge, ni mes symptômes, ni mes antécédents médicaux. Et j'ai reçu quelques mois plus tard un message, quelques mois? Ah non, on n'est pas un mois pour répondre. Dans lequel Thierry m'expliquait qu'il voyait une candidose que j'ignorais qui impactait mes fonctions cognitives. C'était justement les symptômes qui me dérangeaient à cette période. Et que tout ceci était dû à une acidité du côlon. Et en effet, j'ai une rectocolite depuis 13 ans et je n'ai plus aucun symptôme de cette rectocolite sans traitement médicaux depuis quelques années. Ok. Après quelques irrigations, de nombreux jus quotidiens, des fruits et des légumes, souvent crus et une alimentation simple, l'arrêt quasi total du gluten et de ses dérivés, l'arrêt des produits laitiers et de la viande, la boxe coupée le soir, un endormissement de bonne heure, je vais beaucoup mieux, je dors mieux, ma famille, ma femme et mes 3 filles ont profité de ces... Ah donc c'est pas Émilie, c'est Thomas, pardon. Ma femme ont profité de ces changements de vie, donc on se régale, mais la candidose revient rapidement. 2 questions. T'as vu ça en iridologie? Miroir, ma boule, où je vois une candidose. Non, mais en iridologie, ça marche super fort. Ça marche super fort. D'ailleurs, on nous le demande, le cours d'iridologie en ligne, j'espère, pour les 5 ans de vie recrues en mi-février. Le niveau 1 en ligne et le niveau 2 en ligne, ce sera pour mi-février, normalement. On est en plein dedans. 2 questions. Est-ce que quand la candidose touche les fonctions cognitives, c'est une candidose systémique? Non, pas obligatoirement. Elle touche les fonctions cognitives parce que les candidats qui sont présents, ils peuvent n'être présents que dans le tube digestif, produisent de l'acétaldéhyde, de l'éthanol, qui est un alcool, et c'est lui qui va venir altérer les fonctions cognitives comme l'acétaldéhyde. Donc non, ça ne veut rien dire. Ça veut dire juste qu'il y a une candidose installée. J'ai vu un reportage sur ici Radio-Canada, dans lequel des scientifiques, c'est donc du sérieux,
Expliquez que notre microbiote déterminait tout chez nous et que pour équilibrer le microbiote intestinal, on pouvait faire une greffe de sel. Je me demandais si une greffe de sel avec un microbiote équilibré pouvait faire disparaître une candidose. Moi, j'y crois pas. C'est clair que ce sont les implants fécaux. Hein, ça consiste à prendre les selles d'une personne dite saine. Alors déjà, ok, comment est-ce qu'on détermine qu'une personne est saine? Non, parce que moi, au niveau cognitif, des personnes saines, j'ai pas trop envie de ressembler au copain. Hein, il est cool, mais bon. Donc ça, et deuxièmement, bon, ça amène des résultats, mais il faut bien comprendre que notre flore bactérienne est à l'image de notre environnement intestinal. Donc c'est pas en faisant un implant, ça va tenir quelques temps et puis après ça va disparaître. Alors en même temps c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il va falloir renouveler, et puisqu'il faut renouveler, eh ben, tu restes captif. Bon, ça marche très bien. Hein, pour le tiroir caisse, ça marche très très bien, mais il n'y a que par les changements profonds de l'environnement digestif qu'il y aura une transformation du patrimoine bactérien et fongique. Les candidats albicans sont là en rapport avec un état intestinal, avec une faiblesse de digestion, avec une faiblesse de décomposition, du stress, de la fatigue, et c'est tout ça auquel il faut répondre. Donc moi je ne crois pas à ces greffes de sel, c'est de la solution rapide, coûteuse, qui va amener une solution ponctuelle, mais il faut bien comprendre que c'est le terrain. Le microbe n'est rien, le terrain est tout. C'est pas en mettant d'autres microbes. Je veux dire, les populations bactériennes, elles se recréent à partir du moment où le terrain est adéquat. Voilà Thomas, j'espère que ça répondra à ta question. Question de Christiane. Bonjour Thierry, peux-tu faire une vidéo sur les neurotransmetteurs? Oula, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Là, je pourrais pas. Là, non, pas sur celle-là en tout cas. Pour expliquer les causes de déficience ou d'excès, par exemple, des gamma et autres transmetteurs et comment rétablir la norme. Un grand merci pour tous les... bon, je pourrais faire une vidéo sur les neurotransmetteurs. C'est... Le truc, c'est toujours la même chose. On peut choisir de cibler chaque neurotransmetteur. Alors on te dit, ouais, la maladie de Parkinson, c'est un défaut de dopamine, la dépression, c'est un défaut de sérotonine. Alors, je veux dire, c'est d'un grotesque et d'un caricatural. Tu vois, si la dépression n'était qu'une question de sérotonine, je veux dire, ça serait réglé. On te filerait de la sérotonine ou du tryptophane à la rigueur, qui est le précurseur de la sérotonine, et puis ça serait réglé. En vérité, c'est pas du tout ça. On se rend compte même que tous les inhibiteurs de recapture de la sérotonine, les IRS, pour la dépression, ça marche quasiment pas, parce que c'est pas juste un problème de sérotonine. On a énormément de neurotransmetteurs, donc qui sont ces produits qui permettent le passage de l'information au travers de la fente synaptique d'un neurone à l'autre, ce qui permet la communication entre les neurones, et que c'est les équilibres relatifs de ces différents neurotransmetteurs qui permettent le bon fonctionnement du système nerveux. Le truc, c'est toujours pareil. On peut choisir d'aller mettre son nez dans la boîte noire, mais il y a une autre solution. C'est de favoriser les conditions qui permettent une production normale de neurotransmetteurs. Plutôt que d'aller essayer d'équilibrer soi-même avec ses petits bras, ça serait d'arriver à rétablir soi-même le fonctionnement normal. Et ça, comment on fait? On se dit qu'il y a particulièrement deux zones où sont produits les neurotransmetteurs, c'est les intestins et le cerveau. Il s'agit, et en plus les deux sont en relation, il s'agit de décongestionner ces deux zones-là. Et qu'est-ce qui permet si tu veux, c'est la connaissance des conditions normales de fonctionnement qui permet le fonctionnement normal. Il ne nous est pas demandé de connaître exactement les quantités de neurotransmetteurs à produire, de les équilibrer nous-mêmes avec nos petits bras. Il nous est demandé de favoriser les conditions normales de fonctionnement. Si tu as un défaut de production de neurotransmetteurs, ça veut dire qu'il y a de la congestion, qu'il y a de l'épuisement du système nerveux, ça veut dire qu'il y a une accumulation de substances toxiques et qui ne permet pas le fonctionnement normal de l'organisme. Ça veut dire aussi que tu ne trouves pas dans ton environnement les nourritures adéquates qui vont permettre que ton organisme, muni d'une force nerveuse suffisante, puisse aller se nourrir. Et c'est ça la problématique. C'est juste ça. Pour relancer une production de neurotransmetteurs, le jeûne, l'alimentation physiologique, les bains de soleil, la relaxation, c'est certainement la meilleure des choses à faire. Alors après, tu vas pouvoir trouver des spécialistes de neurotransmetteurs. Ils vont t'en mettre plein la vue, ils vont t'enfumer avec, ok, alors il y a la dopamine qui s'équilibre avec la sérotonine, et puis là, il y a la noradrénaline qui va venir rentrer en jeu, puis ils vont te sortir un jargon, et puis toi, tu vas être là, waouh, est-ce que tu vas mieux? Non, mais waouh, t'es bluffé. T'es bluffé. Mais on s'en fiche d'être bluffé. Ce qui est important, c'est d'aller mieux. C'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux. Alors, au lieu d'écouter ton spécialiste, tu peux passer 1 heure à faire un bain de soleil. Tu peux aller te faire un bon sauna. Tu peux te prendre une journée pour jeûner. Non, parce que ça,
Des consultations de spécialistes, des bouquins à lire, des vidéos à regarder, ça il y en a. Par contre, c'est beaucoup plus difficile de s'engager dans une vraie démarche. Hein. Et par exemple, se lancer dans 1 jour, 2 jours, 3 jours de jeûne et de voir ce qui se passe. Hein. Parce que c'est certainement le meilleur moyen de relancer la production normale de neurotransmetteurs. Pourquoi? Parce que le jeûne, c'est la voie absolue et royale dans le sens de la détoxification. C'est Stairway to Heaven qui va direct, paf, droit dedans, droit dans le mur. Enfin, droit dans le mur, non, droit dans l'objectif. Hein. Mais ça, vraiment, il faut en prendre la mesure. Et c'est toujours ça. Hein. Ces vidéos, là, on se termine là, avec les questions. Hein. Tant mieux, parce que là, il fait quand même froid. Il doit faire un petit 2 degrés, un truc comme ça. Il faut bien comprendre que à partir du moment où on a un système nerveux qui fonctionne de manière adéquate et qu'il trouve dans son environnement les produits qu'il lui faut et qui sont adaptés à sa nourriture, à ce moment-là, l'homéostasie fait tout le reste. C'est pas plus compliqué que ça. Tu voudrais résumer un paradigme en 30 secondes, c'est ça. Tu vas mal, ok. Tu es un organisme auto-réparant, ok. Pourquoi est-ce que ça ne se répare pas? Premièrement, parce que les piles sont déchargées. Donc pour que la machine elle se répare elle-même, il faut que les piles quand même elles soient là parce que plus les piles vont être déchargées, plus les processus d'échange avec l'extérieur vont être ralentis, donc plus les processus d'épuration, de réparation vont être ralentis. Donc premièrement, recharger les batteries, et pour recharger les batteries, soleil, massage, sauna, relaxation, ça c'est ce qui va recharger les batteries. Il n'y a rien d'autre qui recharge les batteries. Sommeil bien sûr, mais parfois le sommeil c'est pas la première chose qu'on arrive à rétablir. Donc ça, environnement électromagnétique, ça va permettre de recharger la batterie. Et une fois que ta batterie elle est chargée, tout va dépendre de la qualité de ton environnement. Environnement alimentaire, environnement relationnel, environnement cadre de vie. Est-ce que tu vis au milieu du béton ou est-ce que tu es entouré par des néfliers du Japon, Eriobotria japonica, qui ont donné des super fruits. Oh là là, j'en vois un là. Il va être chargé en juin. Et voilà. Le principe, il est là. Et après, ça va se faire. Ça va se faire. Il n'y a pas de raison, puisque c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est comme ça que les lois biologiques sont élaborées pour nous. Tu les connais, maintenant, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Donc, on arrête la vidéo. Et aussi, allez, on se met tous à jeûner. Non, mais blague à part. Je peux vous donner des explications sur le neurotransmetteur. On fera une vidéo sur le neurotransmetteur, mais au final, je vais toujours dire la même chose. Je vais en revenir toujours encore à la même chose. Système nerveux, environnement. Une fois que c'est pacté, c'est parti, en route pour la joie. Bonne régénération. Je vous remercie vraiment pour votre soutien. Je vous retrouverai avec joie à Paris, à Bruxelles, à Bruaille pour les stages. Les streamings vont bientôt être en ligne pour le niveau 1 et le niveau 2 pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Vous avez vu qu'il y a maintenant les vidéos RGNR et English. On aimerait bien les traduire dans des tas d'autres langues. Il y a un groupe des traducteurs qui s'est organisé. Merci. Si vous pouvez traduire en espagnol, en portugais, en arabe, en swahili, en n'importe quel dialecte, même en allemand, vous êtes les bienvenus, blague à part. En néerlandais, en islandais, en catalan ça on s'en occupera. Vous êtes vraiment les bienvenus, de manière à ce que ces vidéos circulent, qu'elles soient partagées au plus large. Je pense que ça peut avoir de l'importance pour nombre de personnes. Si vous l'avez goûté, merci de votre contribution. Vous pouvez rejoindre le groupe Facebook des traducteurs, je sais que c'est sur Facebook. On va essayer d'organiser ça aussi sur le forum, peut-être. Il faudrait le faire aussi, le groupe des traducteurs sur le forum Régénère, de manière à ce que on puisse faire avancer ces vidéos. Je vous remercie vraiment pour votre soutien, pour votre contribution, pour votre engagement. On va doucement vers les 5 ans de Régénère pour le 14 février. Je ne peux pas encore vous annoncer ce qu'on va faire, mais on va faire. Bonne régénération.